Bien, bonjour à toutes et à tous, merci pour votre présence. Effectivement, nous vous proposons avec les grands témoins de réagir à l'étude qui vient de vous être présentée et notamment de réagir sur ce manque, entre guillemets, d'attractivité à l'approche des élections municipales dans les conseils municipaux. Alors je vous propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet, puisque effectivement, Benjamin Morel l'a évoqué tout à l'heure en introduction, le souhait d'engagement aujourd'hui ne faiblit pas. C'est un principal enseignement de cette étude, mais les freins sont trop nombreux. Parmi eux, la difficulté à concilier avec une vie personnelle et professionnelle, la montée de la violence contre les élus, des freins spécifiques effectivement pour les femmes, les jeunes. Pour cette raison, une proposition de loi pour créer un véritable statut de l'élu local a été initiée, notamment Madame la Ministre, lorsque vous étiez au gouvernement. Elle suit aujourd'hui son chemin parlementaire. Quel regard portez-vous d'abord sur les mesures qui ont été adoptées en première lecture par le Sénat et l'Assemblée nationale, et en quoi cette proposition de loi peut-elle répondre aux défis qui viennent de nous être présentés? Merci. Alors d'abord vous dire que je suis très heureuse qu'effectivement la sénatrice Gatel, avec laquelle j'ai travaillé quand j'étais ministre, soit devenue ministre déléguée en charge de la ruralité et travaille main dans la main avec le ministre Rebsamen sur ce sujet. Et je pense qu'une loi sur le statut de l'élu, quel que soit le gouvernement, devrait passer. Le texte qui est passé au Sénat est très intéressant, mais on est sur le chemin. On n'a pas fini. Effectivement, on va permettre à des étudiants, grâce à ce texte, d'accéder à la fonction d'élu local. On a eu l'occasion d'en parler. On va permettre à des femmes d'avoir des enfants et de pouvoir continuer à exercer leur métier. On va permettre à beaucoup d'élus ruraux d'avoir des indemnités un peu supérieures. On a vu qu'ils le méritaient. On va voir qu'on peut continuer sa vie professionnelle et être reconnu positivement quand on est un élu local, plutôt que d'être stigmatisé comme quelqu'un qui potentiellement pourrait être moins efficace dans son travail. Donc tout cela, c'est dans le texte. Et je veux vraiment remercier le ministre Rebsamen qui va le faire aboutir. Est-ce que vous pouvez préciser en quelques mots ce qu'il contient, notamment peut-être sur des sujets liés à la formation, à la conciliation avec la vie professionnelle? Alors, je peux vous dire ce qui contient, je vois aussi ce qui ne contient pas. Je pense que, comme l'a dit Benjamin, que le sujet de la formation n'est pas suffisamment mis en avant. On a besoin de former nos élus avant l'élection, on a besoin de former les élus au moment où ils sont élus. Un primo-élu maire devrait, et j'avais tenté de le faire, je n'y étais pas arrivée, suivre une formation avec son nouveau conseil municipal de 2 journées. Et on avait travaillé sur 2 journées ensemble ou 2 fois une journée. À quelle échéance? On avait vraiment travaillé sur le sujet, le Sénat n'avait pas voulu reprendre, mais je pense qu'il y a un vrai sujet de formation. C'est compliqué, on gère des budgets, on gère... Je pense qu'il y a... Et donc, sur le sujet de la formation que vous avez mis en avant, je pense qu'il y a encore un travail à faire. Après, je peux prendre des exemples, je ne sais pas si c'est ça que vous attendez de moi, mais quand je pense aux jeunes, on a voulu, par exemple, travailler sur l'obligation de pouvoir permettre à des jeunes étudiants de s'engager dans la commune d'où ils sont originaires en tant que conseillers municipaux et de pouvoir participer à des commissions sur leur commune sans revenir quand il y a 400, 500, 600 km entre leur ville d'études et la commune dans laquelle ils sont élus, et pouvoir donc participer à des commissions, pas des conseils municipaux, mais en visio. Donc on a essayé de mettre le numérique et l'intelligence artificielle au cœur de cette loi. On est encore au milieu du chemin. Je pense qu'il faut encore plus permettre le remboursement par la collectivité des frais de transport pour permettre à un jeune qui est étudiant de revenir au moment du conseil municipal qui, lui, se fait en présentiel. Merci. On a également évoqué un autre fléau qui est le manque de reconnaissance justement envers les élus locaux. Effectivement, le mandat souffre de ce manque de reconnaissance. Paradoxalement, tous les baromètres de la confiance politique aujourd'hui montrent que les Français, malgré toute cette actualité et tous ces enseignements, ont confiance en premier lieu en leurs élus locaux parce qu'ils incarnent la proximité. Et pourtant, ça n'empêche pas la montée des violences contre les élus, le nombre effectivement de démissions records sur le terrain. En fait, on a ce sentiment, et je le dis aussi à titre personnel en tant qu'élu, que le citoyen aujourd'hui pense que tout est dû parfois par la collectivité. Et c'est une question qui s'adresse à vous, monsieur le président du département. Comment finalement vous percevez-vous l'attitude du citoyen aujourd'hui sur le terrain envers l'élu local, et comment répondre aussi parfois à ce manque de reconnaissance ? Tout d'abord, je voudrais vous féliciter et vous remercier pour la qualité de l'étude
qui a été faite, puisque ce qui permet d'avoir finalement un diagnostic tout à fait intéressant. Alors je pense qu'il faut là aussi différencier un peu les choses. Alors la Saône-et-Loire est un territoire plutôt rural, même si nous avons quelques belles villes, mais une répartition de la population, c'est 560 000 habitants sur un territoire, c'est le 6e plus grand département de France. Donc vous voyez, on a de la place, j'ai envie de dire. Je pense que pour continuer à avoir et à inciter des jeunes à s'engager, il serait peut-être nécessaire aussi de valoriser un peu plus l'action. Alors, je ne parle pas d'une manière financière, mais valoriser l'action des élus et finalement la possibilité de l'engagement et mettre en avant finalement toutes les belles réussites. Très souvent, alors en plus avec les réseaux sociaux, on a quand même une multitude de réactions à charge, ce qui n'encourage pas finalement l'engagement. J'ai lu hier, pris connaissance d'un grand quotidien régional proche de la Saône-et-Loire qui titrait « Les politiques ont cramé la caisse ». Je n'ai pas cramé la caisse, moi. Et les jeunes qui s'engagent dans une commune rurale n'ont pas cramé la caisse. C'est juste un exemple, parmi d'autres. Et je pense qu'il serait nécessaire, en effet, de mettre un peu plus en avant, finalement, toutes les possibilités de l'engagement et valoriser, comme on peut le faire dans d'autres actions. Alors, d'une manière générale, dans différents engagements, qu'ils soient associatifs, élus ou autres, ou même professionnels, les engagements aujourd'hui sont moins longs. Et c'est vrai aussi pour les élus. Mais pour continuer à valoriser, pour continuer à intéresser, je pense qu'il faut que, aussi au niveau local, nous on l'a fait au niveau du département en créant notamment le conseil départemental des jeunes, tout simplement les inciter à s'impliquer et à mener des actions au niveau du territoire. Je pense que c'est comme ça qu'on va pouvoir... Mais il faut, plutôt que d'être régulièrement en charge et mettre tout le monde dans le même panier, eh bien, il faut mettre en avant, en effet, finalement, les belles réussites locales et finalement la qualité des engagements locaux, et notamment par les futurs ou en tout cas par les jeunes. J'en profite pour rebondir là-dessus. Justement, on a parlé de la proposition de loi qui vient, entre guillemets, si j'ose dire, du haut. Mais si on part du bas, vous avez ce point commun de bien connaître le terrain, d'être des élus locaux. Sarah Lahiri, vous êtes haute commissaire à l'enfance, vous êtes très active aussi à Nantes et en Loire-Atlantique. C'est une question qui s'adresse à tous les trois, mais je voudrais commencer par vous. Quels, justement, dispositifs, quels outils peuvent exister sur le terrain pour inciter les citoyens, et notamment, alors on a évoqué les jeunes, mais pas que, aussi les femmes, aussi les catégories socio-professionnelles sous-représentées dans les mandats, comme le souligne l'étude. Est-ce qu'il existe des outils très concrets sur le terrain qui peuvent amener le citoyen à demain être élu local ? Bien sûr qu'il en existe. Il en existe plein, mais tu as l'impression que la porte est ouverte, elle ne l'est pas réellement. Et en fait, la question qui se pose aujourd'hui, c'est que il y a de la curiosité, il y a de l'envie, l'espérance, elle est là, et l'étude le montre très bien, chez les jeunes en particulier. Mais ce qui manque profondément, c'est l'accompagnement. En fait, c'est le tuilage, c'est ce mentorat, c'est cette rencontre humaine qui fait que tu prends confiance en toi et que finalement tu considères que c'est aussi possible pour toi, à tous les âges. Moi, aujourd'hui, j'ai 36 ans. J'ai eu la chance de participer à plusieurs gouvernements, d'être d'ailleurs la secrétaire d'État de Jean-Michel Blanquer, qui, pour le coup, m'a donné cette confiance aussi, et je pense qu'il faut le dire et le partager. Mais cette confiance, elle est arrivée dans un chemin. Quand je suis arrivée à 18 ans en France, j'ai grandi au Maroc, mon engagement, il a commencé dans une association de mentorat et de stage. Et puis, c'était à la rencontre d'un enseignant. Et ensuite, ça a été un engagement syndical, d'abord universitaire, puis syndical au sein de l'entreprise, au sein de la CFTC. Et c'est ça l'apprentissage des étapes. C'est ça qui m'a donné confiance, effectivement, dans, d'une certaine manière, la place que je pourrais prendre potentiellement pour m'autoriser peut-être à ouvrir la bouche autour d'une table politique. Parce que mes parents ne faisaient pas de politique. Parce que je ne viens pas d'un milieu où on considère qu'être élu est un dû, où on a de l'espace. Et en plus, dans un territoire très partisan. Nantes, une ville d'une histoire rayonnante, mais qui a profondément clivé par des partis qui, du coup, durcissent et conflictualisent la place d'un citoyen qui, sincèrement, souhaite s'engager au sens citoyen du terme, mais qui
n'a pas spécialement envie d'appartenir à une paroisse dans un premier temps. Et donc, du coup, il dit, mais c'est peut-être pas pour moi. Ce qui est peut-être un brin moins clivant dans un territoire plus rural ou peut-être un peu plus, un peu plus doux, et donc là où les partis sont peut-être un peu moins présents. Et à un moment où les grands partis républicains ont formé des générations, peut-être de manière plus méritocratique, aujourd'hui, on est obligé de le dire, en réalité, les plafonds de verre sont bien de retour. De retour parce que conflictualisation, parce que les deux extrêmes, oui, et une dame l'a dit tout à l'heure, oui, investissent profondément dans la formation, et pas la formation au sens académique du terme. En fait, d'une certaine manière, c'est des summer camps pour un très bon anglicisme, pour dire, venez, c'est de la confiance en soi, c'est du tutorat, c'est du mentorat, c'est du réseau. Et c'est ce qui te permet de dire, eh bien pourquoi pas, peut-être moi aussi. Ça, c'est de manière, on va dire, sociale et profondément engageante. Les dispositifs, c'est le service national universel, c'est le service civique, c'est les conseils municipaux jeunes, départementaux ou pour le coup même régionaux dans certains territoires. C'est la présence dans les conseils d'administration de nos universités, c'est les éco-délégués, c'est évidemment toute la démocratie scolaire. Mais qui y va ? En fait, c'est ça la question. À l'école, on crée encore de l'égalité parce qu'on va aller chercher par la main. Mais dès le moment qu'on passe la porte de l'école, dès le moment qu'on passe la porte de l'université, alors ça commence à se cliver. Et tant qu'on aura, et aujourd'hui ils sont particulièrement forts, il faut le dire, des extrêmes qui portent un idéal, peut-être une espérance, plus en réalité ils seront attractifs, parce qu'on se sent bienvenu. Alors que, pour le coup, pour la grande majorité des républicains, je pense que nous avons peut-être le plus beau des projets, les plus beaux des idéaux. Mais comment on les ramène à nouveau à de la vitalité, à de la réalité. Et pour ça, je pense que cette revitalisation, elle passe par le territoire et en levant des freins très opérationnels, absolument essentiels, sur la question de la place de l'élu. Mais je vais le dire de manière assez simple, comment on juge. On n'est pas jugeant vis-à-vis d'un étudiant qui n'est pas présent à une commission ou à un conseil municipal parce qu'il n'est pas là et parce qu'il a des études. Comment on permet à une jeune maman de 32 ans ou 33 ans qui n'a pas de moyens de garde de ne pas avoir un conseil municipal après 18 heures ? Ben oui, mais c'est très opérationnel. Alors quand vous prenez toutes les reproches de la terre et que finalement la place de l'engagement citoyen est dans le mandat d'élu est confronté à un regard extrêmement dur, conflictuel, où on te demande finalement de rendre des comptes alors que tu es là de bonne foi en fait, et que c'est difficile, et que c'est extrêmement expert et ardu dans les documents, ben finalement peut-être que tu fais le premier tour et tu n'y retournes pas, ou pire que ça, tu ne t'autorises même pas à faire finalement le premier tour et de participer à cet exercice. Donc les freins, ils sont matériels, c'est clair, et pour le coup, pour les jeunes parents également, ce qui donne notre clivage générationnel, on va être très clair. Et de l'autre côté, ils sont plus sociétaux, et donc d'une certaine manière, ils sont de notre responsabilité, et c'est pour ça qu'un lieu comme celui-là aujourd'hui permet de mettre en lumière les difficultés, mais aussi de donner énormément d'espérance, parce que l'envie est là, et donc si elle est là, c'est à nous juste de l'accompagner, et donc c'est possible. Et c'est ce qui compte, je pense, aujourd'hui. Juste en complément de tes propos, Sarah, dire que les clés sont nombreuses. La façon dont un maire accompagne, apprend et permet à des citoyens, à des jeunes de s'engager, ça ne se décrète pas. Et donc, les clés sont nombreuses. Je disais, tu as cité la vie associative. Et je voudrais saluer le travail qui a été fait par l'Institut Terram et dont Benjamin s'est fait l'écho, le rôle extrêmement important de la vie associative. Et le profil d'un maire qui arrive à la tête d'une commune, vient-il de la vie associative ou pas ? Moi, je peux vous dire, j'ai fait 162 déplacements quand j'étais maire, et je savais voir en une demi-heure d'échange avec le maire si oui ou non, il avait un passé dans la vie associative de sa commune ou pas. Donc, je vais faire intervenir dans un autre cadre Thierry Janté, qui est quelqu'un qui a montré à quel point on peut servir nos concitoyens si État, collectivité et association, on travaille ensemble. Donc, la vie associative. Je veux dire, pour illustrer, je vais compléter après, mais je veux quand même dire que moi, je suis une maire depuis 2014 qui a eu 5-6 candidats en 2020 pour venir sur ma liste. Pourtant, j'ai été élue au premier tour face à 3 listes, donc ça n'était pas le fait que je n'étais pas avec mes camarades d'équipe populaires. Mais je n'avais pas su donner envie pour avoir le grand nombre
de citoyens qui viennent toquer à la porte pour me dire « Madame le maire, si vous avez besoin, j'en ai quelques 25 pour 6 places pour 2026. » Donc, que s'est-il passé sur ce second mandat que je n'avais pas fait au premier? La vie associative, je m'y suis intéressée dès le premier mandat, et là, on a vraiment un vecteur. Quand on s'engage dans la vie associative, mais l'engagement municipal, il est évident. Mais derrière, conseil municipal des enfants que je n'avais pas mis en place, conseil municipal des jeunes que je n'avais pas mis en place, et puis comité consultatif citoyen, le 3C. Alors là, on a ouvert la porte aux citoyens pour nous aider à réfléchir. Et on n'a pas eu de mal à ce que ces 20 personnes qui sont dans ce comité consultatif citoyen comprennent qu'ils n'étaient pas là pour décider, mais ils étaient là pour construire une décision et qu'on allait après, dans de larges cas, co-construire avec eux. Donc ils venaient nous présenter en conseil municipal tout ce dernier mandat. Ils sont venus nous présenter leurs travaux. Ils ont eu 6 chantiers en 6 ans, un par an. Et il faut reconnaître que la plupart des chantiers qu'ils nous ont proposés, on les a retenus, on les a amendés, bien sûr, parce qu'il n'y avait pas de dimension budgétaire et on était obligé d'amener cette dimension-là. Mais tout ça pour dire que j'ai un lycée sur ma commune, et donc j'ai la chance d'avoir un proviseur qui me fait intervenir 2-3 fois par an. Nos écoles, j'ai un lien avec les directrices d'école, je n'avais peut-être pas suffisamment développé au premier mandat. Et les parents d'enfants sont extrêmement intéressés pour rentrer au conseil municipal quand ils sentent que l'équipe est ouverte et qu'elle peut accueillir de nouveaux entrants dans son équipe. Donc, c'est la volonté d'une équipe municipale de s'ouvrir ou pas. On peut, quand on est novice et qu'on arrive à être concentré sur le faire et peut-être oublier cette dimension, mais en tout cas, si le maire en a envie, il y a les moyens, je pense qu'Anodon les a cités. Je veux rajouter en complément d'ailleurs, Madame la Ministre, si on veut qu'une équipe, et il faut peut-être se poser la question, pourquoi il y a eu autant de démissions finalement ces dernières années. Il y a sans doute plusieurs facteurs. Un peut aussi être tout simplement le fait de ne pas avoir assez intéressé, de ne pas avoir finalement laissé assez finalement de champ libre aux initiatives, c'est-à-dire à l'équipe des élus locaux. Il faut savoir que tout à l'heure j'entendais que dans une équipe municipale il y avait des services, ça c'est pas vrai dans toutes les mairies. Il ne faut pas oublier qu'avec 36 000 communes, bon nombre, c'est-à-dire la très très grande majorité des communes n'ont aucun service. Et finalement, ne sera formé l'élu que celui qui veut et qui va aller prendre attache auprès d'un organisme. Mais sinon, il n'a aucune possibilité d'être accompagné. Il apprend, j'ai envie de dire, sur le tard. Et avec la complexité aujourd'hui, qui finalement, alors on parle de simplification, mais plus on parle de simplification, je regarde sénateur Jeunet ou d'autres ici, plus on parle de simplification, finalement, plus on complexifie la situation. Et je peux comprendre que des jeunes qui souhaiteraient s'y intéresser soient un petit peu effrayés finalement par la complexité, les procédures qui sont de plus en plus nombreuses face à des décisions. Moi j'ai vu dans mon département, il n'y a pas si longtemps que ça, un élu qui a été attaqué parce qu'il avait nettoyé un fossé. Condamné. Un maire d'une commune de 200 habitants. Donc finalement, c'est des signaux assez négatifs qui peuvent dissuader. Et c'est pour ça que, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, il est important, je pense aussi, si on veut recruter, si on veut inciter l'engagement à la fois associatif, mais aussi municipal, eh bien il faut aussi positiver les situations, mettre en avant, faire des éclairages sur les belles réussites qui peuvent se faire dans chaque commune, sur des projets portés. Et je pense que, eh bien, on aura bien moins de soucis de recrutement pour les prochaines. Et puis surtout, peut-être fidéliser l'engagement. Et je le dis, il n'est pas que financier. Il est aussi dans l'attitude, dans la façon de mettre en avant les choses positives. Eh bien, fidéliser l'engagement des élus, et notamment des jeunes. Merci. 2 dernières questions avant de passer la parole au public. Effectivement, on a beaucoup parlé de comment amener le jeune ou le citoyen plus globalement jusqu'au mandat électif, comment lui permettre de concilier. Mais tout à l'heure, pour reprendre les propos de Benjamin Morel et de Lauriane Rossi, il y a eu cette phrase « à quoi bon le conseil municipal ? À quoi bon la commune ?» Ce qui était cité notamment, ce n'était pas forcément les violences contre les élus, plus que ce qui tenait à la personnalité du maire, le temps administratif très long,
long, la difficulté à voir aboutir un certain nombre de projets à l'échelle municipale. Ma question, elle s'adresse notamment à vous, Monsieur le Président du département, et à vous, Madame Faure. Effectivement, comment, de l'intérieur, on redonne de l'attractivité aussi au mandat, et comment on répond justement, alors on peut évoquer les sujets liés à la bureaucratie et autres, mais comment on répond justement à ces attentes. Finalement, d'un point de vue extérieur, le citoyen peut se dire, mais l'action publique, même à l'échelle locale, elle est aujourd'hui grippée. Comment on répond à cette inquiétude pour rendre le mandat plus attractif? En fait, l'impuissance publique, en fait, vous n'en avez pas tellement fait état dans l'étude, mais on le voit en filigrane. Moi, j'ai reçu, quand j'étais ministre, assez régulièrement, et j'ai invité à déjeuner, les maires qui démissionnaient. Et effectivement, j'ai retrouvé vos deux premières raisons. Pourquoi ils démissionnent? Un, parce que ce n'est pas compatible avec leur vie professionnelle et leur vie familiale. Et deux, impuissance publique. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à agir. Quand on est maire, on a envie d'agir pour son territoire. Et donc, lutter contre l'impuissance publique, comment? Pour donner envie à des citoyens de s'engager, il faut leur montrer qu'on n'est pas trop confronté à cette impuissance publique. Et je trouve que sur la fonction de maire et sur cette strate, parmi toutes ces strates, eh bien, c'est celle dans laquelle on peut agir le plus efficacement, pour peu qu'on s'entende bien avec monsieur le préfet et le sous-préfet de son arrondissement, et qu'on puisse lui passer de temps en temps un ou deux coups de fil pour valider que l'on puisse faire ci ou ça, parce que monsieur le préfet peut déroger, et donc il peut nous permettre d'avancer pour être plus efficace et donner du sens à l'action publique. Premièrement, donc il faut oser travailler avec les services de l'État pour pouvoir avancer. Deuxièmement, il faut, pour lutter contre cette impuissance publique, il faut organiser les choses. Et il faut une administration. Alors, si on est dans une toute petite commune et qu'on n'a que 2-3 personnes, voire une secrétaire de mairie, il faut travailler main dans la main. Quand on a une collectivité plus grande, il faut travailler main dans la main avec son administration. Mais il faut évidemment que l'administration, elle ait compris la commande politique. Moi, je fais 2 séminaires par an. Je réunis, j'ai une commune de 14 000 habitants, j'ai 250 agents. C'est une petite PME. Et donc, j'essaie de leur donner du sens, de leur dire pourquoi ils sont là et de les embarquer dans le projet politique pour que derrière, eh bien, ils aient du plaisir à agir avec nous, les élus. Et je pense que c'est ce tandem, État, travailler avec le préfet quand la loi pourrait nous freiner et enlever le sens que l'on voudrait mettre à l'action publique, travailler main dans la main avec nos fonctionnaires territoriaux, et puis aussi, moi j'avais un adjoint, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais à qui j'avais confié une délégation sur le bénévolat. Je ne l'avais pas fait au premier mandat, et alors lui, il m'a levé, crise du Covid, bien m'en a pris. Mars 2020, nous sommes élus, premier tour en plein Covid. Mais parce qu'il avait le profil, je ne l'avais pas choisi par hasard, 60 personnes bénévoles pour accompagner toutes les personnes âgées, pour s'inscrire, pour se faire vacciner, etc. Et il a travaillé pendant 6 ans. Et je pense que si on sait associer les citoyens et si on sait leur montrer les vraies difficultés, ils vont aussi pouvoir les comprendre, que cette impuissance publique, eh bien, si on sait l'expliquer, ce n'est pas vraiment de l'impuissance publique, c'est que si on agissait comme ils nous le demandent, alors on aurait des effets de bord souvent négatifs. Donc, si on sait travailler avec ses citoyens, si on sait donner envie, si on sait travailler avec ses fonctionnaires territoriaux et avec l'État, je vous assure qu'on a beaucoup moins de découragement. Mais il est vrai que ces démissions, elles prennent leur fondement sur ces 2 premiers points que vous avez extrêmement bien soulignés tout à l'heure. Et moi, je suis assez optimiste, même sur les 28 000 communes rurales. Hein, sur les 35 500 communes que nous avons 28 000 communes rurales, et c'est là que je crains. Sur les plus grandes, nous aurons toujours une bonne... voilà, des alternatives. Mais sur les communes rurales, le don de soi, l'usure, la fatigue, l'exigence des citoyens, on peut manquer de candidats, mais je crois quand même qu'avec ce que nous avons fait avec la sénatrice Gatel pour les communes nouvelles, il ne faut pas les pousser, les communes nouvelles. Il faut que ça vienne des citoyens, il faut que ça vienne des élus locaux. Mais on est quand même en chemin pour arriver à faire des communes nouvelles et réduire un petit peu ce nombre de communes et retrouver ce qu'on trouve en Italie, en Allemagne, en Espagne, avec un nombre de communes moindre. Et je partage totalement votre réponse de tout à l'heure, cher Benjamin. Face à, j'ai envie de dire, ce sentiment d'impuissance publique, on a 2 choses qu'il faut différencier. Vous avez les projets longs, où effectivement le temps de
de mettre en place, le temps de construire ce projet. Nous allons créer en Saône-et-Loire un village enfant pour... vous connaissez le dossier. Bon, entre le moment de l'idée portée par mon équipe et le moment de la construction, eh bien, évidemment, plusieurs années se passent et on pourrait avoir ce sentiment, évidemment, d'impuissance politique. Mais en même temps, quand vous êtes élu local, vous avez aussi la possibilité, sur des actions très concrètes, très pragmatiques, eh bien, d'avoir une réaction immédiate. Et je pense que c'est là aussi, c'est ce qu'il faut valoriser, puisque ça permet finalement d'avoir une certaine fierté de l'élu qui porte cette action et qui aura une réponse immédiatement pour ses concitoyens. Je pense aussi que c'est tout à fait valorisant. C'est ce qui peut l'encourager à continuer à avoir d'autres idées et d'autres réactions tout à fait positives. Ça, c'est le bon sens. Et c'est pour ça que je plaide vraiment sur la valorisation des actions concrètes et de valoriser le travail de l'engagement citoyen. Je prends un exemple très concret parce que quelquefois, j'ai le sentiment qu'on dit 36 000 communes, c'est trop, il y a trop de strates, etc. Enfin, de quoi parle-t-on? D'une très grande majorité d'un engagement bénévole vis-à-vis des concitoyens. Sur un conseil municipal, je prends un exemple très concret, de 29 élus, vous aurez 8 adjoints. Tous les autres, c'est-à-dire qui auront une indemnité, tous les autres sont bénévoles. C'est-à-dire que toutes ces personnes eh bien, vont là aussi concrètement s'engager au fleurissement de la ville ou du village, concrètement à l'entretien, j'ai envie de dire d'une manière gratuite, bénévole. Et si finalement on réduit toutes ces infrastructures, eh bien tout ça va devenir un service payant. Et en plus, vous intéresserez encore moins les citoyens finalement à la vie d'une localité, à la vie d'un village, puisque tout simplement, comme ça sera un service, eh bien l'engagement n'est plus nécessaire. Donc si on veut garder justement cet engagement, si on veut continuer à développer cet engagement au niveau de nos territoires, qu'ils soient urbains ou ruraux, il faut justement eh bien, encourager les bonnes actions et puis surtout garder ce maillage extraordinaire, puisque c'est vraiment la politique de proximité. Et sans doute avec des gens de terrain, une politique de proximité, on évitera sans doute bien des conséquences tout à fait néfastes que l'on commence à voir dans de nombreuses situations, parce que vous avez en effet des personnes proches de vous qui répondent à vos questions. Peut-être juste un regard complémentaire. Parce que essentiel, et pour le coup, autant le président Akari le dit que pour le coup, Dominique, vous avez été, toi tu as été maire, vous êtes président du département, vous êtes les majorités qui tiennent ces exécutifs-là et qui ont des effets directs dans la vie quotidienne des citoyens. Moi, je vais témoigner d'une autre expérience, celle de l'opposition. Il se trouve que quand j'ai été élue pour la première fois, je n'aimais pas dire opposition. Je disais non, mais je suis une élue de la minorité. Parce que, dans le fond, il y a quand même des gens dans ma ville, certes, nous n'avons pas convaincu, mais qui ont fait le choix quand même de notre programme. Et puis, j'avais pas envie de me positionner, en tout cas avec mon groupe, dans quelque chose de stérile. C'était mon premier mandat. Eh bien, malheureusement, même moi, j'ai eu cette désillusion-là. Aujourd'hui, je me considère comme une élue de l'opposition, alors que j'ai commencé mon mandat en me considérant comme une élue de la minorité. Et pourquoi je dis ça ? Parce que je pense que, malheureusement, le spectacle qu'on peut donner dans, certes, des villes beaucoup plus conflictuelles, où les partis sont beaucoup plus présents, et donc le débat est sincèrement très loin d'être ni noble ni respectable, eh bien, tu arrives avec beaucoup d'énergie, beaucoup de bonne volonté, en pensant que tu as, évidemment, tes idées ne vont pas toutes être prises, puisque de fait, tu n'as pas gagné. Enfin, je suis quelqu'un de très rationnel. Mais tu penses qu'on peut construire quelque chose. Et tu te rends compte que, parfois, c'est loin d'être une généralité, mais ça peut arriver, eh bien, tu es coupé de cette information-là. Et donc, tout ce que tu votes au début avec beaucoup d'élan, petit à petit, le fait de ne pas avoir d'échange, le fait de ne pas se sentir appartenir quand même à cette assemblée, en étant simplement invité à être témoin, t'éloigne. Et autant, sur ton travail personnel, ça a des conséquences, mais le message renvoyé est pire. Parce que pour composer les nouvelles équipes, la première question, c'est mais quelle utilité finalement de rejoindre une liste qui peut-être demain sera à nouveau dans une minorité ou une opposition? Et donc peut-être réfléchir, quand c'est possible, à travailler, quand les personnalités le permettent, encore une fois, je suis loin d'être naïve, mais
à ce travail de bonne intelligence, de bonne circulation de l'information. Et je parle de villes, plutôt de métropoles d'ailleurs, où il y a des dizaines de personnes dans les services, où les expertises sont là, et finalement, ça reste une décision qui doit soit guider nos travaux, soit ne pas les guider, mais à ce moment-là, c'est une réalité. Et simplement pour cette haute partie, quand on n'a pas, pour le coup, la chance ou réussi effectivement à convaincre les siens, qu'au lieu de coaliser, peut-être qu'on pourrait réinventer quelque chose, et ce n'est pas un reniement, enfin en tout cas je ne le pense pas. Est-ce que ça permettra d'attirer plus de personnes? Je ne sais pas, mais à minima, je pense qu'on en perdra un petit peu moins. Merci. Alors, on m'informe qu'il n'y aura pas de temps pour les questions au public, mais je vous propose qu'on doit conclure dans moins de 5 minutes. Effectivement, d'ouvrir à débat des discussions qu'on pourra avoir ensuite dans la fin de journée, puis dans la salle, et qui vous concernent aussi pleinement, puisqu'il me revient de conclure, entre guillemets, la table ronde, mais je vais le faire de façon très brève. Effectivement, à l'Association des jeunes élus de France, d'abord, je pense qu'on partage tous plus ou moins ici autour de la table le même constat, voilà, sur la crise du désengagement, sur effectivement l'absence, du moins la difficulté à avoir une représentation complètement corrélée et fidèle à la population locale. Et un chiffre qui nous frappe à l'Association des jeunes élus de France, c'est 4,7%. C'est le nombre de jeunes élus, d'élus qui ont moins de 35 ans aujourd'hui en France. C'est très faible au regard de la population nationale. Ça s'explique par tous les freins que l'étude et que vous venez d'exposer, par des difficultés de conciliation. C'est vrai que l'Association des jeunes élus de France avait formulé des propositions, notamment auprès de vous, Madame la Ministre, il y a 2 ans, qui, pour la plupart, ont été retenues, à savoir la création d'un statut de l'élu étudiant, puisqu'il est anormal qu'aujourd'hui, et c'est le cas encore aujourd'hui en France, que dans des universités, vous avez des étudiants qui sont dans des hauts niveaux sportifs ou qui sont élus au conseil d'administration de leur faculté, qui ont des dispenses d'assiduité à des TD ou qui ont des aménagements d'emploi du temps. Ce n'est pas prévu pour un élu qui est conseiller municipal, adjoint au maire ou autre. Également, la prise en compte de la visioconférence, en tout cas davantage de souplesse pour les conseils et les commissions, et aussi, et on en a un petit peu parlé, la formation. Aujourd'hui, on est frappé, jeunes et moins jeunes, par l'absence totale de formation. Quand vous arrivez dans un mandat, vous n'avez pas l'obligation de vous former. Ce qui fait qu'un élu aujourd'hui arrive dans son mandat, il est primo-élu, il ne connaît pas exactement le règlement d'un fonctionnement et le fonctionnement d'un conseil municipal, il ne connaît pas la construction d'un budget municipal et il ne connaît pas non plus ce qu'il risque, les responsabilités, la prévention des risques. D'où l'intérêt de porter des propositions pour une formation obligatoire dans les premiers mois du mandat pour tous les primo-élus. Je termine en ouvrant sur un autre sujet, mais qui, je pense, colle bien à l'esprit des laboratoires de la République, c'est l'école. On en a parlé tout à l'heure, Benjamin Morel et Lauriane Rossi l'ont cité comme le 2e sanctuaire. Ils disaient, il y a le conseil municipal, il y a la collectivité locale et il y a l'école. Nous, on se pose une question sur l'EMC, l'éducation morale et civique. On est en faveur d'une réforme de cette matière qui aujourd'hui soit est inappliquée, qui sert de rattrapage pour les cours d'histoire géo, de philo, pour les programmes en retard, et avec probablement un programme inadapté, voire un système de notation un peu daté. Et on se pose cette question en se disant, quand on sort du collège, du lycée, qu'on arrive à l'âge de voter et qu'on ne nous a pas donné les clés pour comprendre le fonctionnement, la répartition des compétences, le rôle de la collectivité, le fonctionnement de nos institutions et de notre démocratie, forcément, ça ne pousse pas le jeune à voter, alors encore moins à s'engager. Donc voilà, c'est une réflexion collective. On pourra échanger du coup après cette table ronde sur le sujet de l'éducation et du rôle aussi que peut apporter l'école dans ces sujets face à la crise de l'engagement. Merci à toutes et à tous, et puis bonne suite des débats.